après Lumumba, après Frantz Fanon, après Nkrumah, on va aborder la vie et l'œuvre de Malcolm X. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'un Afro-Américain vient faire dans les luttes de libération nationale africaine? En réalité, c'est tout simplement prendre conscience que l'Afrique, ça n'est pas qu'une réalité géographique. À partir du moment où des millions d'Africains ont, par l'esclavage, été arrachés à leurs terres et envoyés aux États-Unis et dans tout le continent américain, à partir de ce moment-là, l'Afrique est devenue une réalité politique. Et l'histoire des Afro-Américains va toujours avoir des liens avec l'histoire de l'Afrique. Tantôt, les mouvements d'émancipation viendront des États-Unis en diffusant des idées nouvelles vers l'Afrique et en fécondant les révoltes en Afrique. Tantôt, c'est le cas de Malcolm X, c'est l'évolution des luttes des peuples africains qui vont aider les Afro-Américains à prendre conscience. C'est pour cela qu'on aurait tort de limiter l'Afrique à simplement sa dimension géographique. Elle est également une réalité politique. Malcolm X est, avec Martin Luther King et Angela Davis, un des Afro-Américains les plus connus du siècle dernier. Quand on regarde sa trajectoire, l'évolution de sa pensée tout au long de sa vie, on s'aperçoit de la rapidité d'une conscientisation. Et pour tous ceux qui aujourd'hui sont pessimistes devant l'état du monde, tous ceux qui aujourd'hui sont désespérés du rapport de force mondiale, quand nous regardons des évolutions de trajectoire comme celle de Malcolm X, nous nous disons que la contre-offensive, le réveil des peuples, peut accélérer l'histoire et très rapidement faire évoluer les consciences. Malcolm X va passer d'une enfance, d'une adolescence et d'une jeunesse dans lequel il rêve de ressembler à l'homme blanc. Il rêve de ressembler au maître. Il rêve, comme tous les dominés dans un premier temps, parce qu'il a intériorisé un sentiment d'infériorité, il rêve, il croit que son avenir, c'est de ressembler à son maître. Malcolm X passe de cette première posture à une seconde, qui est le nationalisme noir, avec ce qu'on va appeler les Black Muslims, et puis ensuite, dans une troisième phase, grâce aux luttes des peuples africains, la prise de conscience va le mener à une position anti-impérialiste, une position en faveur du socialisme, une position progressiste. Ça souligne donc qu'il faut avoir en tête que jamais, jamais le dominant n'a entièrement gagné, même lorsque l'obscurité assombrit les espoirs. Première phase de la vie de Malcolm X, je reprendrai une expression de Frantz Fanon, le nègre blanc. Le nègre blanc, le nègre qui a honte d'être noir, le nègre qui pense que son avenir est de ressembler au maître. La première étape de la vie de Malcolm correspond à cette phase du nègre blanc que Fanon a admirablement décrit et que nous avons vu dans un cours précédent. Dans cette première phase de la domination, parce qu'on peut l'appliquer également aux dominations de classe, l'ouvrier, s'il n'a pas de conscience politique, pense que son avenir c'est d'ouvrir une entreprise, mais également aux dominations sexistes. La femme qui n'a pas encore pris conscience que l'oppression des femmes est systémique et liée au système social, pense qu'elle doit se nier en tant que femme. Dans cette première phase de la domination, le sentiment d'infériorité est entièrement intériorisé. Le dominé veut ressembler au dominant. Il veut être aimé par lui. Regardons cette première étape de la vie de Malcolm X et nous verrons que nous sommes bien, que Frantz Fanon avait bien raison de considérer que c'était cette première phase qui caractérisait la domination. Malcolm, né en 1925, est déjà, dans sa famille, la marque de la domination, la marque de l'exploitation, la marque de l'humiliation est présente. Puisque sa mère est une métisse née à Grenade, et c'est une métisse née à Grenade d'un viol par le maître blanc de la grand-mère de Malcolm. Ses parents sont déjà avec un minimum de conscience politique, puisqu'ils appartiennent à l'association de Marcus Garvey, qui défend la pureté de la race noire et le sionisme noir. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu au cours du premier cours sur l'histoire des luttes de libération nationale, nous avons vu que la première étape de la prise de conscience, ça a été de dire, eh bien, puisque les Blancs nous dominent, puisque les Blancs nous méprisent, nous allons mépriser les Blancs. Bien entendu, cela ne suffit pas à faire l'émancipation, mais c'est une première étape de la prise de conscience. Et cette association de Marcus Garvey, auquel appartiennent les parents de Malcolm X, prône donc le retour en Afrique des descendants d'esclaves.
L'enfance de Malcolm est marquée par cette violence raciste qui constitue la vie des États-Unis. J'ai déjà parlé du viol de sa grand-mère, et il s'aperçoit de ce viol à chaque fois qu'il regarde sa mère, nous dit-il, et il nous décrit dans son autobiographie, « Ma mère avait la peau presque blanche et des cheveux noirs mais non crépus. » Mais dans la vie de Malcolm, le racisme va réapparaître dans des formes encore plus douloureuses. C'est l'époque où les fascistes, aux États-Unis, avec le Ku Klux Klan, mais également avec d'autres organisations, comme la Légion Noire, agressent les familles de militants. La famille de Malcolm est agressée par le Ku Klux Klan. On assassine 4 de ses oncles, et son père également est tué par des organisations fascistes. La question noire est donc inscrite dans la vie, dans l'enfance de Malcolm. Mais les 2 parents ne réagissent pas de la même façon. J'entre dans ces détails parce que, encore aujourd'hui, face à la domination, vous pouvez retrouver toutes ces nuances. Le père de Malcolm, en dépit de son militantisme dans l'association de Garvey, a intériorisé le sentiment d'infériorité. Sa mère, en revanche, garde du rejet du blanc issu du viol lié à sa conception, eh bien, garde une posture de refus face aux dominants. Voilà ce que nous dit Malcolm pour décrire son enfance. En fait, et chacun d'entre nous pourrait reconnaître des amis, noirs, arabes, qui sont dans cette mentalité-là encore aujourd'hui. En fait, je crois que les Blancs avaient tellement lavé le cerveau de mon père qu'inconsciemment, il avait tendance, quoiqu'il fût anti-blanc, à favoriser ceux de ses enfants qui avaient le teint clair. Et le mien était le plus clair de tous. Cette préférence venait en droite ligne de la tradition esclavagiste qui veut que le mulâtre soit meilleur, parce que manifestement plus blanc. En y réfléchissant maintenant, il me semble certain que si mon père me préférait aux autres, parce que mon teint était plus clair, ma mère, elle, me menait la vie dure pour la même raison. Son teint à elle était très clair, mais elle préférait ceux de ses enfants qui avaient la peau sombre. On voit bien que le racisme n'est pas une réalité extérieure aux Noirs aux États-Unis, c'est quelque chose qui se rappelle à eux tous les jours, en permanence. Le père de Malcolm est tué par les fascistes du Ku Klux Klan. Il a 6 ans. Et Malcolm va être très rapidement séparé de sa mère à 13 ans. Elle est internée en hôpital psychiatrique et les enfants vont être placés à l'assistance publique. Dans sa famille d'accueil, Malcolm est repéré comme étant un bon élève. Au lycée, il est un des meilleurs élèves de sa classe et il rêve d'être avocat. Et là, de nouveau, le racisme va se rappeler à l'existence de Malcolm, puisque un de ses professeurs, et en plus un professeur antiraciste, vient lui dire qu'il faut qu'il abandonne son projet d'être avocat, parce que dans les États-Unis de l'époque, être avocat pour un noir est quelque chose d'impensable. Et ça, c'est bien, on n'a pas affaire à un fasciste qui dit ça à Malcolm, c'est un prof antiraciste, ce qui souligne que le racisme n'est pas un problème d'individu, mais un problème de système social, un problème structurel, puisque ce prof, sans le vouloir, reproduisait les discriminations racistes, tout simplement en éliminant du combat pour être avocat un des meilleurs élèves. Lorsqu'il arrive, 3 ans plus tard, Malcolm arrive à Boston pour vivre chez sa sœur, et là, Malcolm va découvrir la grande ville. Jusqu'à présent, il était à la campagne, il vivait le racisme, mais il n'était pas encore dans les endroits dans lesquels il y avait des masses de Noirs regroupés. Dans la grande ville, eh bien, Malcolm va vivre ce qu'on va vivre la plupart des Noirs américains, mais on pourrait dire aujourd'hui, en France, aussi la plupart des enfants de l'immigration dans la grande pauvreté. Malcolm va rechercher du travail, être confronté au chômage, inévitablement croiser des trafics, des réseaux de trafic de stupéfiants, être tenté par la délinquance, commencer la petite délinquance. Et à ce moment-là, eh bien, le comportement de Malcolm est un comportement qui est de ressembler aux Blancs. Il se défrise les cheveux. Il veut à tout prix parler comme un Blanc. Il veut à tout prix se détacher de sa communauté. Bref, il y a cette idée qui était de vouloir ressembler à tout prix au maître. Voilà comment Malcolm nous en parle à l'époque. Nous n'hésitions pas à mutiler et à profaner nos corps
ce corps que Dieu nous a donné pour essayer d'avoir l'air chouette, selon les critères des Blancs. On a bien un Malcolm qui, à l'époque, a intériorisé son sentiment d'infériorité et est persuadé que le noir est négatif, le blanc est positif, noir est d'être une malédiction, nier sa négritude, c'est un signe de progrès pour Malcolm à l'époque. Frantz Fanon avait raison. La première étape pour un dominé, c'est d'abord d'essayer de plaire à son dominant, de lui ressembler. Seconde phase. Que dit Frantz Fanon? La fierté d'être noir. Lorsque ce sentiment de s'émanciper en ressemblant au maître ne marche pas, il va y avoir une seconde étape qui est de retourner le stigmate. C'est-à-dire tout ce qui était mis en négatif va être transformé en positif. Et là, eh bien, on va avoir un discours de Malcolm X, un comportement de Malcolm X qui est que tout ce qui est noir est bon. L'exact inverse de ce qu'il y avait dans la phase auparavant. À quel moment Malcolm fait ce basculement? Il le fait en prison. Il est condamné pour des faits de délinquance et c'est en prison qu'il entre dans le second moment de l'émancipation que décrit Frantz Fanon. En prison, nous dit-il, je me suis retrouvé nègre, je me suis ramassé nègre, je me suis revendiqué nègre, je me suis assumé comme nègre. C'est-à-dire qu'il sort du sentiment d'infériorité et il est fier de lui. Ça va se traduire par l'abandon du christianisme, qui est perçu comme religion du blanc oppresseur, par la conversion à l'islam, qui, aux États-Unis, était perçue comme la religion de l'opprimé. Il adhère à la Nation of Islam, la NOI, plus connue sous le nom de Black Muslim, et c'est avec les Black Muslims qu'il passe à cette seconde phase. Bien sûr, la dimension religieuse est importante dans cette conversion, c'est une conversion à l'islam, mais nous aurions tort de considérer que c'est simplement une question religieuse. Tout simplement parce que l'islam qui est prêché par les Black Muslims est un islam particulier. Et donc on voit bien que ce qui est recherché là-dedans, ça n'est pas la conversion à une religion, mais beaucoup plus la réaffirmation identitaire. Je vous rappelle que le leader des Black Muslims, Wallace Elijah Muhammad, prêche un islam particulier. Voilà ce que nous dit, comment on pourrait résumer l'islam qu'il prêchait. Pour lui, donc pour ce leader, Allah était noir. C'était l'homme noir par excellence. Irréductiblement, l'homme noir opposé au diable, l'homme blanc étant le diable, qui était selon lui l'homme blanc. Issu d'une honteuse dégénérescence biologique, provoquée il y a 6000 ans, par un sang noir en rébellion contre Allah. On voit bien que c'est un islam particulier, une certaine interprétation de l'islam, et c'est pour cela que c'est important de bien saisir que dans le comportement de Malcolm et de tous ceux qui sont dans les Black Muslims, la question religieuse est présente, mais c'est d'abord la question de la sortie de l'oppression, de la sortie du sentiment d'infériorité qui est posé, puisque l'interprétation de l'islam qui va être faite est pour valoriser l'homme noir par rapport à l'homme blanc. On verra plus tard que c'est la prise de conscience qu'il y a des musulmans, dans un premier temps des musulmans blancs, qui va amener Malcolm à élargir, puis après il va s'apercevoir qu'elle est dominée non-musulmans, et puis après il va s'apercevoir qu'il y a des croyants et des non-croyants qui sont opprimés, et donc il va avoir une série de cercles d'émancipation dans la pensée de Malcolm X progressivement, qui va l'amener à s'engager dans la lutte contre la domination, quelle que soit la couleur et quelle que soit la religion ou la non-croyance. La conversion à l'islam a donc une dimension de réaffirmation de soi et de fierté d'être noir, qui ne sont pas sans rappeler, rappelez-vous ce qu'on a vu ici dans les cours précédents, la négritude pour Aimé Césaire, ou tout le mouvement en Afrique de valorisation de la personnalité africaine dans les luttes de libération nationale. C'est le même processus que vit Malcolm, mais là avec les Black Muslims. Pour marquer cette mutation, cette sortie de l'infériorité, Malcolm, comme beaucoup de... Bon. C'est pour ça que c'est important d'arriver à l'heure. C'est pour ça qu'il y a du retard dans la vidéo. Hein? C'est pour ça qu'il y a du retard dans la vidéo. Pour
marquer cette seconde phase, donc cette sortie de l'infériorité et cette fierté d'être soi-même, Malcolm va, et on verra dans les prochaines étapes de sa vie qu'il fera la même chose, va changer de nom. Il refuse le nom que lui ont donné les maîtres, qu'ont donné les maîtres esclavagistes à ses ancêtres. C'est pour cela qu'aux États-Unis, vous avez de nombreuses familles noires qui ont des noms qui ont été complètement transformés. C'est pour ça que vous trouvez des X. Hein, pour les Black Muslims, une des formes de rejet, c'était s'appeler X. Parce qu'effectivement, les noms qu'ils avaient étaient des noms qui avaient été donnés par les maîtres esclavagistes. Le changement de nom est promu par les Black Muslims. Et d'ailleurs, les Black Muslims ne font là que reprendre une vieille tradition des esclaves qui, pour réaffirmer leur dignité, entre refuser le nom du maître et changer de nom, et se donner des noms qui sont des noms de lutte, etc. Dans le contexte de la décennie 50 et 60 aux États-Unis, eh bien, l'approche des Black Muslims fait peur. Elle fait peur à qui? Eh bien, elle fait peur à deux catégories de la population. Elle fait peur à la majorité, on va dire, entre guillemets, démocrates, au sens politique du terme, pas démocrates au sens des gens favorables à la démocratie, les démocrates tels qu'ils sont aux États-Unis, qui sont pour l'intégration. En réalité, l'intégration signifie le maintien du sentiment d'infériorité. Et donc, ils s'opposent à ça. Les positions de Malcolm et des Black Muslims font peur aux intégrationnistes, mais elles font peur aussi à la minorité bourgeoise noire qui commence à apparaître, qui est extrêmement minoritaire, mais qui voit d'un mauvais œil cette réaffirmation de la fierté d'être noir, ce sentiment d'infériorité qui disparaît. Elle correspond en revanche aux besoins de nombreux noirs de milieux populaires. Et c'est pour cela que les Black Muslims vont avoir un succès énorme. C'est par dizaines de milliers qu'il y a adhésion aux Black Muslims. Tout simplement parce qu'il y a cette dimension populaire, c'est les classes populaires noires qui se reconnaissent dans les positions des Black Muslims. Voilà comment Frank Steiger, un des meilleurs spécialistes des travaux de Malcolm et un de ses biographes les plus importants, un historien, voilà comment il résume la situation pour expliquer la conversion à l'islam et l'adhésion aux Black Muslims. Les raisons n'étaient pas forcément religieuses. Tous n'entraient pas à la nouvelle nation of Islam après avoir ressenti une ultime révélation dans la théologie. On pouvait aussi être séduit par l'idée d'appartenir à un groupe. Donc il faut se mettre en tête ce que c'était que la vie d'un noir, dominé, exploité, etc. Et là, c'est la fierté d'être dans un groupe. Être séduit par l'idée d'appartenir à un groupe, à une fraternité. Les membres étaient très liés entre eux et très solidaires. Possédant une forme de pouvoir et ne perdant pas la face devant la société blanche décadente. Être Black Muslim signifiait aussi prendre connaissance de sa propre valeur, se voir tel que l'on était, et non pas au travers de l'image que le blanc avait fait de soi. La morale très puritaine, exigée, découlait en partie de cette volonté de briser l'image caricaturale du noir, en apprenant à connaître et à aimer une certaine histoire du peuple noir, on apprenait à s'aimer soi-même et en développer un plus grand sens communautaire. Malcolm se définit donc plus seulement comme étant un blanc, un aspirant à devenir blanc, désormais il se définit comme un nationaliste noir musulman. C'est-à-dire qu'il considère que l'émancipation des Noirs aux États-Unis doit passer par la conversion à l'islam d'une part, et deuxièmement, par la création d'une république noire dans un des États des États-Unis. C'était ça le programme des Black Muslims. Entre guillemets, c'était également le programme des communistes américains, états-uniens plus exactement. La troisième phase de l'évolution de Malcolm X va être celle que décrit Frantz Fanon, la prise de conscience politique. Et cette prise de conscience, elle va apparaître au travers de la rupture avec les Black Muslims. Cette rupture, elle a des causes apparentes et elle a des causes profondes. Les causes apparentes sont celles qui vont amener Malcolm à quitter les Black Muslims. Les causes profondes sont celles qui sont les véritables, celles qui structurent en réalité, même si Malcolm n'en avait pas forcément conscience. En tout cas, après, il théorisera son devenir. La nouvelle nation of Islam revendique un État noir indépendant. Et pourtant, lorsque les Noirs entrent en lutte, les Black Muslims appellent également au non-engagement politique.
Pour eux, ça devrait vous rappeler certains aujourd'hui ici, qui disent la même chose, pour eux l'émancipation est d'abord spirituelle, et n'est que spirituelle. On n'a pas à s'engager politiquement. On prend une réforme morale des adeptes. C'est uniquement sous l'angle moral. Et donc quand une Rosa Parks, par exemple, va se mettre à lutter, le Black Muslim ne va pas soutenir. Malcolm, avec son histoire, avec son ancrage dans les classes populaires, avec sa sensibilité aux oppressions de base, aux noirs quelconques, aux chômeurs noirs, aux paysans noirs, etc., avec cette sensibilité-là, ne va pas pouvoir supporter que d'un côté, les masses noires entrent en lutte et que de l'autre côté, les Black Muslims se contentent d'appeler une réforme morale et non pas à organiser ces luttes et à entrer soi-même dans la lutte. L'attachement de Malcolm X aux Noirs les plus marginalisés, dans un contexte national et international qui se transforme rapidement, va entraîner le changement de position de Malcolm X. Au niveau national, nous sommes à l'époque d'un grand mouvement contre la ségrégation dans les transports, enclenché en décembre 1955 par une petite femme noire, toute simple, Rosa Parks, qui refuse de quitter une place réservée aux Blancs. Personne ne pouvait imaginer que cet acte de refus allait donner la motivation, allait déclencher un des plus vastes mouvements de lutte populaire qui va, au bout d'un an de boycott des bus dans tous les États-Unis, déboucher sur une victoire. La Cour suprême déclare inconstitutionnelle la ségrégation dans les transports. Cette victoire, bien sûr, et là je rappelle ces luttes tout simplement dans le rapport de force tel qu'il est aujourd'hui, où on voit que les dominants patronnent, que les dominants se sentent invincibles, etc. Eh bien, personne ne peut nous dire la contre-offensive populaire d'où elle peut venir. Là, elle est venue d'une petite femme qui a refusé. Elle ne s'attendait pas que ça déclenche un mouvement de cette ampleur-là. Demain, peut-être qu'ici ou en Afrique, sur un petit geste, une fois que la révolte est mûre, ben les choses peuvent s'étendre. C'est pour cela qu'on a toujours à être optimiste et que le pessimisme n'est jamais de mise. On a plein d'exemples dans l'histoire de lutte des peuples où on se croyait au fond du trou et où un événement quelconque s'est transformé en dynamique populaire. Cette victoire va bien entendu susciter de nouvelles luttes, cette fois contre la ségrégation scolaire. C'est la succession, vous connaissez l'histoire, succession des marches, des sittings, des boycotts. Partout aux États-Unis, on a des luttes avec des affrontements avec les fascistes, avec des réactions des suprématistes blancs qui vont aller castagner dans les manifestations, qui vont tuer les leaders, qui vont assassiner des simples manifestants, etc. La passivité des Black Muslims, qui appellent à ne pas réagir, qui appellent à ne pas faire de politique face à ces luttes concrètes, est la véritable cause de la rupture de Malcolm avec les Black Muslims. Les autres causes avancées par Malcolm lui-même, je vous rappelle que dans un premier temps, il expliquera qu'il a dû quitter les Black Muslims parce qu'il y avait des envieux et des jaloux contre la place qu'il prenait de leader. Que également il a quitté les Black Muslims parce qu'il avait découvert que le leader des Black Muslims, Elijah Muhammad, qui faisait un grand discours de morale, avait des relations adultères avec des secrétaires des Black Muslims. Ça, c'est les premières réactions à chaud qu'a Malcolm. Après, bien Malcolm va analyser la situation et dire la véritable cause profonde. C'était le refus d'aller organiser les marginaux noirs, les pauvres noirs, les ouvriers noirs, les paysans noirs, de refuser de les organiser alors qu'eux-mêmes entraient en lutte. Mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que la rupture avec les Black Muslims va libérer Malcolm du carcan qu'étaient les Black Muslims en termes de pensée. À partir du moment où il n'y est plus, eh bien il développe sa pensée autonome, et là il va effectivement s'épanouir comme leader politique. Quelles sont les mutations que provoque le départ des Black Muslims? Première grande mutation, c'est la rupture avec le faux débat, la coupure binaire entre les séparatistes, donc ceux qui voulaient un État, et les intégrationnistes, ceux qui voulaient soi-disant l'égalité des droits à l'intérieur des États-Unis. Voilà comment Malcolm change de position et comment il théorise cette séparation. Il nous dit qu'il faut participer de manière unitaire, alors qu'auparavant il disait non, rien d'unitaire, on reste entre nous. Il faut participer de manière unitaire aux campagnes d'inscription sur les listes électorales
aux grèves de loyer, au boycott des écoles. Alors qu'auparavant, les Black Muslims disaient tout ça, c'est pas important, c'est pas ça qui est important. Nous, ce qui est important, c'est un État noir. C'est ça la seule lutte qui vaut le coup. Quelques jours plus tard, le 8 avril, il précise sa théorisation. Voilà ce qu'il nous dit. L'intégration n'est qu'une méthode utilisée par certains groupes pour obtenir la liberté, la justice, l'égalité et le respect dû à l'homme. La séparation n'est qu'une méthode utilisée par d'autres groupes pour obtenir la liberté, la justice, l'égalité et la dignité humaine. Autrement dit, ce que Malcolm met en avant, c'est de dire attention aux fausses divisions. La véritable intégration ou séparation sont deux tactiques. Mais à partir du moment où c'est l'égalité qui est visée, c'est ça qui doit primer pour fonder l'unité et être ensemble. Les gens sont vraiment indisciplinés de plus en plus. Ça m'étonne pas. Je décale d'un. Inutile de dire que cette approche de Malcolm X est d'une grande actualité. Dans combien de situations nous retrouvons-nous divisés parce que des faux débats ont été lancés par le dominant et où sur une virgule, des gens qui devraient être ensemble dans le combat se retrouvent à s'insulter et à être séparés. Et on peut avoir une multitude, si vous voulez tout à l'heure dans le débat, je vous donnerai des exemples dans l'immigration aujourd'hui, sur comment on lance des débats qui visent à diviser le camp des opprimés. On a la même chose en Afrique, dans lequel la moindre divergence tactique signifie la division des forces progressistes, bien entendu, avec le grand sourire, à la fois des dictateurs et à la fois des puissances impérialistes qui les soutiennent. En mettant en avant l'unité et en resituant les débats sous la forme de divergences tactiques, Malcolm dit la question principale qui est celle de l'unité. Ça ne veut pas dire que Malcolm renonce à critiquer les points de vue intégrationnistes. Simplement, il met l'unité en premier lieu. En même temps qu'il nous dit préoccupation unitaire des dominés, Malcolm nous dit en même temps, attention, l'intégration, c'est un mythe. Et il le fait en théorisant ce qui est connu dans ses travaux comme la théorie des deux types de nègres. Voilà ce qu'il nous dit. Il y avait deux types de nègres. Il y avait le vieux nègre domestique et le nègre de plantation. Le nègre de domestique veillait toujours aux intérêts de son maître. Quand le nègre de plantation s'éloignait trop, il le rapportait au maître et on le renvoyait dans les champs. Le nègre domestique pouvait se le permettre, car il vivait mieux, était mieux habillé, et vivait dans une maison plus confortable. Puis il y avait les nègres de plantation, qui habitaient dans des cabanes, et n'avaient rien à perdre. Ils portaient des pires vêtements, et mangeaient la pire nourriture. Ils vivaient en enfer, ils goûtaient la morsure du fouet. Aujourd'hui encore, il y a les nègres domestiques et les nègres de plantation. Moi, je suis un nègre de plantation. Autrement dit, ce que Malcolm nous dit là, c'est que bien entendu, ceux qui défendent l'intégration sont ces nègres domestiques qui s'estiment proches de leur maître, qui pensent plus aux souffrances de leur maître qu'aux souffrances des esclaves ou des dominés par le maître. On voit bien que cette dimension-là est loin de se limiter aux États-Unis de l'époque de Malcolm. Quand on voit les discours d'une Rachida Dati, les discours d'un Malek Bouti, bon, on a affaire, même s'ils ne sont pas noirs, hein, on a affaire à des nègres domestiques. Et ils tapent sur qui ces nègres domestiques? Ben, ils tapent sur le sans-papier, ils tapent sur le travailleur immigré, ils tapent sur la jeune fille qui porte un foulard. Bref, le nègre domestique tape sur le nègre de plantation. On voit bien que c'est une réalité qui est encore d'actualité. Second axe de rupture idéologique dans la trajectoire de Malcolm X.
Elle porte sur le fondement de la lutte à mener. Malcolm va adopter une nouvelle position par rapport à la question religieuse et son lien avec le politique. Il précise, tout en restant musulman, il précise que dorénavant, ce que ne faisaient pas les Black Muslims, que dorénavant, il y avait nécessité de distinguer la question de la croyance et la question de l'engagement politique. Voilà ce qu'il nous dit. Nous ne mélangeons pas notre religion et notre politique. Nous ne les mélangeons plus. Nous gardons notre religion dans notre mosquée. Autrement dit, pour Malcolm, au même moment où il prend conscience qu'il y a d'autres dominés que les musulmans, eh bien, il décide que, d'un côté, ça va être vraiment dur aujourd'hui. Et donc, Malcolm refuse que la religion soit un facteur de division entre dominés. Et il en appelle donc à, non pas abandonner la croyance pour les croyants, mais à bien distinguer la sphère de l'engagement politique et la sphère de la croyance religieuse. Malcolm, individuellement, reste profondément musulman, mais il sépare désormais l'organisation des croyants pour leur foi, et ils fondent la Muslim Mosquée aux États-Unis en mars 64, et l'organisation politique qui, elle, vise l'égalité et qui ne s'adresse pas seulement aux musulmans, mais à tous les noirs. C'est parce que c'est Malcolm que vous avez décidé de saboter aujourd'hui? Non, c'est parce qu'il y a du monde qui arrive. Il y a un truc que les gens savent que c'est Malcolm. C'est la fin des élections, on a dit tout. Troisième point de rupture dans la pensée de Malcolm X. La question, elle est d'une actualité brûlante. Il suffit de voir ceux qui étaient les identitaires dans le métro. La question de l'autodéfense. Alors, je le dis, ça ne faudra pas le couper, même si ça me vaut la prison, c'est pas grave. La question de l'autodéfense. Les Black Muslims ont toujours été favorables à l'autodéfense, donc c'est pas nouveau pour Malcolm. Simplement, comment justifiait-il l'autodéfense en tant que Black Muslim? Il la défendait sur la base de la loi du talion. C'est-à-dire, quelqu'un qui te donne une baffe, tu lui rends une baffe. C'est sur cette base-là qu'il justifiait. Désormais, Malcolm va continuer à défendre l'autodéfense, mais en mettant en avant un argumentaire politique pour justifier l'autodéfense. 3 mois après avoir quitté les Black Muslims, il précise son analyse sur ce point. Voilà ce qu'il nous dit. Pour ce qui est de la non-violence, il est criminel d'apprendre à un homme à ne pas se défendre lorsqu'il est constamment en butte à des agressions violentes. Dans les régions où les nôtres sont constamment victimes de violences et où le gouvernement semble ne pas pouvoir ou ne pas vouloir assurer leur protection, nous devons constituer des associations de tir que nous pourrons utiliser pour la défense de nos existences et de nos biens en cas de danger, comme ce fut le cas l'an dernier à Birmingham, à Plaquemine, en Louisiane, à Cambridge, dans le Maryland et à Danville, en Virginie. Lorsque les nôtres sont mordus par des chiens, ils sont en droit d'abattre ces chiens. Nous devons être pacifiques et respecter les lois, mais le moment est venu pour le noir américain de recourir à l'autodéfense chaque fois qu'il est victime d'une agression injuste et illégale. Non, je rigole, c'est pas pour moi en fait, c'est pour François qui va avoir beaucoup plus de boulot parce qu'il va devoir faire plein de coupures. Non, bah laisse, c'est bon, c'est bon. C'est pas grave. Bah c'est bon, il a trouvé sa place. En tout cas, quand on écoute Malcolm X, on retrouve exactement la même évolution de pensée que les leaders africains dans les luttes de libération nationale. On retrouve la même évolution de pensée que Frantz Fanon. Autrement dit, d'abord une affirmation de pacifisme, et ensuite le constat que face à la violence des dominants, le dominé a le droit à une légitime réaction, à une légitime violence. Comme on l'a accusé, comme Frantz Fanon, on l'a accusé d'être un partisan de la violence, donc d'être un raciste anti-blanc, voilà ce qu'il précise. Je ne suis pas partisan de la violence. Si nous pouvions faire reconnaître et respecter notre peuple par des moyens pacifiques,
ce serait excellent. Tout le monde aimerait atteindre ses objectifs de manière pacifique. Mais je suis aussi quelqu'un de réaliste. Être pacifiste aujourd'hui face aux attaques, c'est accepter d'être maintenu dans la domination. Le choix qu'ont les dominés, lorsqu'il y a une violence du dominant, c'est ou accepter sa domination, ou se donner les moyens de réagir. Nous ne sommes plus éloignés des positions de Fanon, ce sont exactement les mêmes. Et dans une admirable phrase, puisque Malcolm a le sens des synthèses et des résumés, lorsqu'on lui posait la question de quelle forme de lutte, Malcolm résumait par tous les moyens nécessaires. Et je pense qu'aujourd'hui encore, les dominés, face à leurs revendications, cette phrase résume. Comment se battre? Par tous les moyens nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la violence par amour, par désir, etc. Mais parfois, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, la violence du dominé est légitime. En Palestine, la violence des Palestiniens est légitime. Lorsqu'il y a des agressions fascistes, la contre-violence, la défense est légitime. Quatrième point de rupture avec sa pensée antérieure, avec son départ de la nouvelle nation of Islam, c'est sur l'objectif de la lutte. Malcolm va abandonner l'objectif de créer un État noir aux États-Unis. Mais il ne fait pas ça en reculant. Il abandonne cette position parce qu'il va plus loin en termes d'analyse. Désormais, il a compris, et c'est ce qu'il met en avant, que ce qui opprime les Noirs, ça n'est pas dans tel ou tel État, c'est bien un système social. Et il nous précise, nous devons aller vers une révolution qui renverse les systèmes, parce qu'il n'est pas sur cette terre de système qui se soit montré plus corrompu, plus criminel que celui qui en 1964 tient encore colonisé et réduit en esclavage 22 millions d'Afro-Américains. L'objectif n'est plus un État noir, mais l'égalité. L'ennemi n'est plus le blanc, mais le système social et politique. On aura compris que cette avancée de la pensée de Malcolm va changer complètement la tactique et la stratégie des militants qui vont le suivre. Un mois avant son assassinat, il tente de théoriser là où il en est. Et il précise qu'il ne peut plus se dire nationaliste noir. En fait, il est devenu un militant progressiste, anti-impérialiste, anticolonial. Et on verra la suite de ses positions. Mais il n'a pas encore théorisé cela. Et voilà ce qu'il nous dit. Vous remarquerez que je n'ai pas employé le terme nationaliste noir depuis plusieurs mois. La force de Malcolm, c'est d'avoir toujours été honnête lorsqu'il est dans la réflexion. Il dit, j'ai pas encore de conclusion. Et il dit, mais j'aurai toujours beaucoup de mal aujourd'hui à donner une définition précise de la philosophie d'ensemble que je crois nécessaire pour la libération du peuple noir dans ce pays. Au moment où Malcolm fait sa conversion idéologique, au moment où sa pensée évolue, eh bien il reconnaît qu'il est en recherche. On verra que ça ira quand même très rapidement, puisque il nous souligne dans une interview de janvier 1965, donc quelques semaines après la phrase que je viens de vous citer, eh bien il précise que cette fois-ci il a choisi. Que cette fois-ci, il a clarifié sa pensée politique. Il a tiré les conclusions de son évolution. Et il nous dit, le capitalisme est comme un aigle, mais maintenant, il est plutôt comme un vautour. À mesure que les nations du monde, entre-temps, Malcolm a découvert les luttes en Afrique, à mesure que les nations du monde se libèrent, le capitalisme a moins de victimes, moins de sang à sucer. Et il tire la conclusion que c'est bien entendu à ce moment-là qu'il devient le plus dangereux. Malcolm est au bout de sa progression politique, bientôt il sera assassiné. Et il est donc important de repérer ce qui va faire le déclenchement de l'assassinat. Mais ce qui va faire le déclenchement de l'assassinat, c'est lorsque Malcolm va se relier à la lutte des peuples africains. C'est lorsqu'il va prendre conscience que la lutte des Noirs états-uniens est en fait un morceau d'une lutte globale des dominés, et il précise, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. L'évolution rapide de la pensée de Malcolm X est donc incompréhensible. Pourquoi ça a évolué aussi vite si on ne la resitue pas dans l'ambiance mondiale de l'époque? Je vous rappelle, on l'a vu dans les cours précédents, victoire de Dien Bien Phu en 1954, conférence de Bandung en 1955, victoire de Suez en 1956, indépendance du Ghana en 1957, déclenchement de la lutte de libération nationale en Algérie en 1954. Toutes ces luttes-là vont aider Malcolm à comprendre que ce qui se passe
aux États-Unis est en lien avec ce qui se passe au niveau mondial, qui est un combat des dominés contre des dominants. Ce contexte général des indépendances africaines vont avoir un effet psychologique sur le seuil de ségrégation supportable. En réalité, des choses qui apparaissaient comme supportables, intangibles aux États-Unis, lorsqu'ils vont voir les peuples africains entrer en lutte, les Noirs états-uniens vont se dire « mais pourquoi nous on accepte la ségrégation ?» Il va avoir un effet de vase communicant des prises de conscience. Et c'est pour cela que les progressistes sont toujours pleins d'optimisme. C'est que chaque victoire à un endroit de la planète donne des leçons et des armes aux dominés des autres endroits de la planète. Il suffit de voir comment un Chavez est applaudi partout sur la planète, où on voit bien que les gens voient en ce qui se passe au Venezuela de l'espoir de ce qui pourrait se passer ailleurs. Et bien c'était la même chose pour les Noirs états-uniens. En voyant les luttes en Afrique, bien la ségrégation est devenue encore plus insupportable et les luttes se sont développées. La timidité d'entrer en lutte a été cassée et on est passé tout de suite à des luttes plus offensives, et donc il y a des liens entre les luttes partout sur la planète. Les indépendances vont en quelque sorte contraindre les Noirs états-uniens à reconsidérer leur propre situation et à radicaliser leur lutte. Et une des conséquences de cette radicalisation, c'est l'évolution politique et idéologique de Malcolm X. La rupture avec la nouvelle nation islam est rapide, inattendue et déstabilisante. Malcolm est profondément croyant. Malcolm a cru pendant, mais vraiment profondément, à Elijah Muhammad. Donc c'est un vrai drame pour lui que cette séparation. Et il va vivre, nous dit-il, une véritable crise spirituelle. Et cette crise spirituelle, eh bien, il va y répondre en faisant 2 voyages. Où ça? En Afrique. Là où ça se bat. Et il revient d'Afrique, complètement ressourcé. Il revient d'Afrique en ayant confronté ce qu'il avait déjà appris tout seul par son expérience avec ces militants qu'il rencontre. Il rencontre un Ben Bella, il rencontre un Nkrumah, il rencontre un Fanon, il rencontre tous ces militants dont on a déjà parlé ici dans les cours précédents, et il va revenir complètement transformé. Le premier voyage est un voyage qui est un voyage dans lequel c'est la question de sa foi qui est posée, puisqu'il va à la Mecque pour clarifier son rapport à l'islam, et là il se rend compte que l'islam des Black Muslims est un islam raciste, est un islam qui se limite aux Noirs, et il revient tout en restant musulman, mais en soulignant que pour lui, l'islam c'est une dimension universelle. Voilà comment il décrit cette universalisation de sa pensée. Comment il passe de la question noire à la question musulmane noire à la question musulmane en général. Voilà ce qu'il nous dit. J'ai pris ma nourriture à la même assiette que des hommes dont les yeux étaient du bleu le plus bleu, les cheveux du blond le plus blond, et la peau du blanc le plus blanc. Et j'ai senti, dans les propos et les actes de ces musulmans blancs, la même sincérité que je trouvais dans ceux des musulmans africains du Nigeria, du Soudan et du Ghana. Le véritable islam détruit le racisme, parce que les hommes et les femmes de toute couleur et de toute race qui en acceptent les principes religieux et qui adorent le seul Dieu, Allah, acceptent du même coup automatiquement de se considérer comme frères et sœurs, sans se soucier des différences de couleur. Peut-être serez-vous fort surpris de trouver de tels propos sous ma plume. Malcolm est conscient que sa position évolue. Mais je me suis toujours efforcé de regarder les choses en face et d'admettre la réalité de la vie telle qu'elle m'est dévoilée à travers les expériences et les connaissances nouvelles. En réalité, Malcolm est confronté dans son voyage, celui-là est le second, à la rencontre de révolutionnaires qui, pour certains, sont noirs mais non musulmans, pour d'autres sont blancs mais musulmans, et ça c'est un véritable bouleversement dans sa pensée. Il était persuadé auparavant que tous les blancs étaient racistes, que tous les blancs étaient pour le capitalisme, que tous les blancs étaient des dominants. Là, il découvre d'une part qu'il y a des noirs qui collaborent avec les dominants, et d'autre part qu'il y a des blancs qui se battent. Il cite en particulier la rencontre avec un révolutionnaire algérien, et il décrit dans ses mémoires comment cette rencontre-là l'a bousculé, puisque en lui décrivant sa théorie sur les Noirs états-uniens, eh bien, le révolutionnaire du Front de Libération Nationale, il n'en donne pas le nom, lui pose la question, mais nous battons tous pour abattre la domination partout dans le monde. Tu me mets où, moi? Je ne suis pas noir. Cette simple question amène Malcolm à s'interroger, à reconsidérer toutes les théorisations erronées qu'il avait auparavant.
En fait, avec cette transformation dans sa conception de la religion musulmane, le dernier verrou idéologique qui le bloquait pour aller vers l'internationalisme explose au cours de ce pèlerinage. Puisqu'à partir du moment où il a accepté que ce n'était pas une question de couleur, bien après il pouvait accepter que ce n'était pas une question de religion même, et que donc des athées ou des chrétiens ou d'autres qui étaient dominés devaient faire partie du même combat. Malcolm a acquis une nouvelle optique universaliste qui vont le conduire à deux conclusions politiques. Premièrement, l'abandon du séparatisme noir, et deuxièmement, le fait que le combat est un combat contre un système économique, social et politique. Second voyage de Malcolm, la visite des pays en lutte et des pays indépendants d'Afrique. Il décrit l'impact de ce voyage en Afrique. L'Égypte, le Liban, le Nigeria, le Ghana, le Maroc, l'Algérie. Et il revient enthousiasme. Il a rencontré un continent en pleine effervescence anti-impérialiste. Il a croisé Nasser, Nkrumah, Ben Bella. Ils ont parlé de tricontinental anti-impérialiste. Ils ont parlé d'engagement militaire pour libérer les dernières colonies. Malcolm ne peut plus analyser le monde uniquement avec ces catégories qui étaient celles d'un islam réservé aux Noirs, et même simplement sur une question religieuse, il est contraint d'élargir sa pensée. La rencontre avec cette Afrique progressiste enracine le nouvel universalisme de Malcolm en lui donnant cette fois-ci une dimension d'engagement concret dans le combat internationaliste. Voilà ce qu'il dit en 1964 en revenant dans un courrier qu'il écrit d'Afrique et dans lequel il essaye de faire la synthèse entre sa foi et son engagement révolutionnaire, puisqu'il devient révolutionnaire, il devient internationaliste. Et il dit « Le Coran fait au monde et aux musulmans une obligation de prendre parti de ceux dont les droits humains sont violés, quelle que soit la conviction religieuse des victimes. » Malcolm, comme croyant, se considère comme devant s'engager dans la lutte contre toutes les dominations, quelle que soit la croyance ou la non-croyance des dominés. On comprendra bien que cet islam n'a rien à voir avec un certain islam qatari aujourd'hui, ou avec certaines conceptions. Hein, on comprendra bien que c'est tout autre chose dont il est question aujourd'hui. C'est bien à partir d'une conviction musulmane d'une part, et de la rencontre avec l'Afrique révolutionnaire d'autre part, que Malcolm va s'éloigner des approches culturalistes des Black Muslims et va s'orienter vers l'universalisme et l'internationalisme. D'ailleurs, Malcolm comprend très vite que les victoires en Afrique sont le véritable signe que les Noirs états-uniens peuvent sortir de leur isolement. Et effectivement, les premiers pays indépendants d'Afrique vont poser la question à l'ONU, alors qu'auparavant ils n'avaient jamais réussi, poser la question à l'ONU à plusieurs reprises de la ségrégation aux États-Unis. Vont demander la condamnation des États-Unis pour la ségrégation qui est effectuée. Et ça vient des pays africains, ça vient des nouveaux pays indépendants qui se sentent, grâce à Malcolm, grâce au lien avec Malcolm, qui se sentent engagés dans le combat anti-ségrégation. Il y a un pont de solidarité entre États-Unis et Afrique qui se pose à ce moment-là. La théorisation est désormais aboutie pour Malcolm. Il a compris. Il a compris et il le dit de manière très claire dans deux de ses discours qu'il fait le même jour. Deux discours qu'il fait le même jour, ça soulignait l'ampleur de sa réflexion théorique. Dans un premier discours, donc c'est le 20 décembre 1964. Il sera assassiné quelques temps plus tard. Donc, et c'est pour cela, c'est cette prise de conscience-là qui va accélérer son assassinat. Dans un premier discours, Malcolm insiste sur l'importance de la radicalité du combat pour l'émancipation. Il n'y aura pas de libération sans radicalité, parce que l'oppression est radicale. Faisant référence aux violences racistes dans le Mississippi, en Alabama, en Géorgie, à Harlem, il dit en prenant comme modèle les luttes de libération nationale en Afrique. On aura compris que l'oncle Sam ne pouvait pas laisser quelqu'un aux États-Unis dire ça. Il nous dit, rappelez-vous le cours sur Nkrumah, ce qu'il nous faut, c'est un mouvement Mao Mao. Vous vous rappelez le mouvement Mao Mao? Il poursuit. La principale leçon de mon périple africain, c'est la nécessité de la colère dans le combat pour l'émancipation. J'ai remarqué, insiste-t-il, que dans les régions où l'indépendance avait été obtenue, quelqu'un s'était mis en colère. Dans les régions qui n'étaient pas encore indépendantes,
Personne ne s'est mis en colère. Les gens étaient tristes. Ils restaient à parler de leur malheur, mais ils n'étaient pas fous de rage. Oui, le changement du monde suppose la passion, suppose la colère. Tous ceux qui vous demandent, face à l'oppression, de réagir tranquillement, avec de la distance, etc., ben, sont des personnes qui ne connaissent rien à l'oppression, qui ne la vivent même pas. Le même jour, il fait un second discours. Et là, il nous donne ses conclusions politiques. Et elles sont claires. Internationalisme et socialisme. Pour lui, l'erreur du mouvement noir par le passé est d'avoir sous-estimé les liens avec les autres peuples en lutte. Ces liens sont à prendre en compte ne sont pas des liens religieux. Ce ne sont pas des liens culturels. Ce sont des liens qui se fondent sur une communauté d'oppression par le même système capitaliste mondial, dit-il. Les interventions impérialistes, comme au Congo, ont une base économique, précise-t-il, liée aux matières premières. Les États-Unis et l'Europe s'inquiètent de l'industrialisation des nouveaux pays indépendants et agissent pour la contrecarrer, approfondit-il. Nous sommes en présence d'une révolution mondiale qui regroupe l'Afrique, l'Asie, le monde arabe et l'Amérique latine, conclut-il. Le vocabulaire est nouveau. Malcolm parle de socialisme, parle de révolution mondiale, parle d'union des dominés, et non plus simplement d'union des musulmans, et non plus simplement d'union des noirs. Le vocabulaire est nouveau également. Il l'a appris en Afrique. Rappelez-vous le cours où je vous décrivais l'ampleur des activités de rencontres, de conférences, de passage d'idées entre toutes les luttes de libération nationale. Oui, Malcolm a appris la notion d'impérialisme, la notion d'internationalisme, la notion de tiers-monde, la notion de socialisme au travers de cette école formidable qu'étaient les luttes de libération nationale. Et Malcolm nous appelle d'ailleurs à une nouvelle plateforme idéologique. Voilà ce qu'il nous dit. À force de manœuvres, on nous a fait abandonner une position dans laquelle nous étions en mesure de comprendre comment notre lutte s'intègre à l'ensemble. Je vous dis tout cela parce qu'il faut que nous comprenions, vous et moi, quelle est l'importance de l'enjeu. Vous ne pouvez comprendre ce qui se passe dans le Mississippi si vous ne comprenez pas ce qui se passe au Congo. Mississippi-Congo, c'est la même chose. Les mêmes intérêts y sont en jeu. On y trouve les mêmes camps, les mêmes complots qui s'y trament. Si vous comprenez le motif de cette révolution mondiale, ce qui pousse l'Africain et ce qui pousse l'Asiatique, vous serez vous aussi entraînés dans le même sens. On a les mêmes débats ici. Ceux qui pensent que le sort de l'immigration va se transformer alors que les pays dont sont originaires leurs parents restent sous la coupe néocolonialiste, le mépris et les idéologies culturalistes visant à justifier les dominations néocoloniales en Afrique subsaharienne ou au Maghreb, une fois qu'elles existent, ces idées s'appliquent aux descendants de ces immigrations exactement de la même façon. Autrement dit, le devenir des pays capitalistes est bien entendu en lien avec les luttes qui sont menées en Afrique. Et là, Malcolm appelle les Noirs états-uniens à une conviction anti-impérialiste face aux interventions des États-Unis dans le reste de la planète. Force est de dire qu'on a encore du boulot. Quand on voit la faiblesse des manifestations lorsque la France intervient en Afrique, que même les populations africaines, du Sud comme du Nord, sont peu présentes dans les combats anti-impérialistes, eh bien on voit bien que ce que Malcolm nous apprenait, eh bien nous avons à le réapprendre. Nous aurions dû être des milliers lorsque la France est intervenue au Mali, avec tous les progressistes, mais les Africains et les Maghrébins en particulier, puisque c'est frontalier avec le Mali. Et on n'a pas eu ça. Les tentatives de déstabilisation en Afrique prennent une ampleur énorme. Auparavant, nous avions en moyenne une guerre par an. Avec Hollande, on a deux guerres par année. Et pourtant, le silence dans nos rues. Silence de tout le mouvement anti-impérialiste, donc ça concerne les enfants de l'immigration comme les militants progressistes occidentaux, mais aussi avec une responsabilité particulière pour nous. L'anti-impérialisme, l'internationalisme et le positionnement de Malcolm pour le socialisme vont signer sa condamnation à mort. Surtout que les services secrets états-uniens savent très bien que Malcolm n'a jamais discouru pour rien. Une autre caractéristique de Malcolm, c'est qu'il a toujours allié ses convictions théoriques avec les conclusions pratiques qui en découlaient. Par exemple, lorsque Che Guevara vient à l'Assemblée générale des Nations Unies,
il rencontre Malcolm. Et il parle de quoi? Il parle de quoi? De l'organisation de volontaires états-uniens pour aller aider la lutte des partisans de Lumumba, alors que les États-Unis et l'Europe sont en train d'assassiner Lumumba et de déstabiliser complètement le Congo. Malcolm était en train de préparer des légions de volontaires avec le Tché pour aller défendre Lumumba. On comprend qu'un tel homme qui attire des foules immenses et qui en même temps tire des conclusions pratiques de ces théories était quelqu'un de dangereux. D'ailleurs, la mort de Malcolm ne va pas suffire. La mort de Malcolm va donner naissance à une radicalisation encore plus forte, mais une radicalisation qui tire les leçons aussi de l'apport de Malcolm X. Les Black Panthers, le Black Panthers Party, se définissent comme des enfants de Malcolm X. Je voudrais terminer, parce que justement, ce sont des enfants de Malcolm X, par simplement rappeler l'analyse des Black Panthers qu'ils tirent directement de Malcolm. Nous ne combattons pas le racisme par le racisme. Nous combattons le racisme par la solidarité. Nous ne combattons pas le capitalisme exploiteur par le capitalisme noir. Nous combattons le capitalisme par le socialisme. Nous ne combattons pas l'impérialisme par un impérialisme plus grand. Nous combattons l'impérialisme par l'internationalisme prolétarien. Nous croyons que notre combat est une lutte de classe et non pas une lutte raciale. Voilà le grand apport de Malcolm et voilà pourquoi il a été tué.